Le progrès, c'est le thème de la 3e édition des Voix d'Orléans en France, des rencontres d'intellectuels francophones qui se tient à partir de demain, jeudi et pendant 3 jours. Parmi eux, le philosophe des sciences, Étienne Klein, que nous avons le plaisir de recevoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. On parlera bien entendu d'abord de ces rencontres, mais aussi ensuite de votre livre qui a pour titre Matière à contredire aux éditions de l'Observatoire. C'est de la philophysique, on va en parler. Alors d'abord le thème, il est universel, hein, le progrès, toujours autant d'interrogations autour de cette notion. Le progrès, quelle définition en feriez-vous, Théo Klein ? Alors d'abord, moi ce qui m'intéresse, c'est le fait que le mot progrès, il est employé de moins en moins souvent dans les discours publics. Il est remplacé par le mot innovation, dont on pourrait dire c'est le synonyme, donc on a simplement changé un mot pour un autre. Mais quand on regarde les rhétoriques dans lesquelles on insère le mot progrès et qu'on les compare à celles dans lesquelles on insère le mot innovation, on s'aperçoit que l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Croire au progrès, en fait, c'est considérer que ce qui ne va pas dans une société, une entreprise, une personne même, c'est le ferment du meilleur. C'est-à-dire c'est ce qu'on peut travailler pour le changer en son contraire. Autrement dit, croire au progrès, c'est considérer que le négatif est relatif. Il n'est pas donné, il est quelque chose qu'on peut modifier pour le transformer en son opposé. Et ça suppose de configurer le futur, de lui donner une image qui soit à la fois crédible, le progrès c'est pas l'utopie, crédible, et attractive, c'est-à-dire qui justifie les efforts qu'il faut accomplir pour l'atteindre. Autrement dit, l'idée de progrès suppose à la fois qu'on soit prêt à accomplir des sacrifices, et en même temps, c'est une idée qui nous console, puisque les malheurs du présent sont supposés, grâce au progrès, ne pas être définitifs et doivent être supprimés pour les générations futures. Vous allez participer à 2 tables rondes, vous allez notamment plaider pour ce progrès utile. Le progrès est-il aussi rapide que le progrès scientifique, selon vous ? Alors non, parce qu'il y a des embrayages qu'on croyait automatiques entre le progrès scientifique, le progrès technologique, le progrès matériel, le progrès moral, le progrès politique. On s'aperçoit que le progrès technologique, lui, est très rapide, mais que les embrayages avec les autres formes de progrès sont plus problématiques. Par exemple, le niveau monte, c'est-à-dire le bien-être généralisé augmente. Par contre, les inégalités augmentent. Donc on voit bien que les relations entre un type de progrès et les autres formes de progrès ne sont pas tout à fait automatiques. Que pensez-vous du transhumanisme, ce mouvement qui promeut l'utilisation justement des découvertes scientifiques et des techniques pour l'amélioration des performances des femmes et des hommes? Certains redoutent un nouvel eugénisme. Quelle est votre position? Je pense qu'ils ont raison. Quand on lit les textes transhumanistes, il faut avoir le moral bien accroché parce qu'on se trouve toutes sortes de défauts. On pourrait d'ailleurs penser au premier abord que le transhumanisme propose à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption. Il s'agit de réamorcer l'idée de progrès pour la rendre encore plus efficace. Mais quand on les lit bien, on voit que c'est plutôt une idéologie de la rupture. L'homme tel qu'il est, l'homo sapiens, nous serions des êtres méritant d'être remplacés par d'autres entités ayant des performances bien plus grandes que les nôtres. Et donc on se sent un peu déclassé. Et d'autre part, je pense qu'il n'est pas bon de définir trop précisément ce que doit devenir l'homme. À chaque fois qu'on l'a fait, ça a été... Il faut laisser libre cours à quoi? L'homme, c'est un peu une feuille blanche. Il faut le laisser écrire son histoire avec sa propre main, sans lui fixer des plans à l'avance. Alors on voit bien qu'on est à cheval entre la philosophie et les sciences avec vous. Dans votre livre, vous expliquez que la physique et la philosophie partagent la même ambition. Quelle est-elle? La connaissance au sens large. La physique et la philosophie sont 2 disciplines complètement séparées dans les cursus, à l'université, etc. Même dans les rayons des librairies. Et c'est très bien comme ça. Elles ont chacune leur façon d'interroger le réel, d'interroger la condition humaine. Mais la thèse que je défends, c'est qu'il y a un petit nombre de questions qu'on peut se poser, par exemple, sur le temps, sur le vide, sur la causalité, qui sont des mots qui sont communs aux 2 disciplines. Les Grecs anciens parlaient du vide, parlaient du temps. Heidegger parle du temps. Einstein parle du temps. Newton parle du temps. Et donc, si la question qui vous intéresse est celle du temps, vous devez regarder si ce que Einstein en dit, par exemple, correspond à ce qu'en dit Heidegger, par exemple. Est-ce qu'il parle de la même chose? Si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot? Et si la réponse est oui, est-ce qu'ils en disent les mêmes choses? Si la réponse est non, qui devez-vous écouter? Le physicien ou le philosophe? Et donc c'est ce type de questions qui m'intéresse et qui sollicite pour être résolu qu'on aille voir du côté de la physique ce qu'elle propose comme découverte importante, et puis du côté de la philosophie.
Alors justement, vous parlez de découverte, on a beaucoup entendu parler du boson. Vous avez un chapitre que vous avez appelé « Les leçons philosophiques d'un petit boson ». Vous citez Mao Tse-tung, les masses sont les véritables héros, et vous écrivez, pour débuter ce chapitre, « Soyons réalistes, demandons l'impossible », écrivait-on il y a tout juste 50 ans sur les murs de Paris en mai 68, et vous dites « La devise des physiciens pourrait être une sorte de contraposé, soyons impossibles, demandons la réalité, soyons impossibles, demandons la réalité ». Traduction. C'est facile à comprendre. Les physiciens veulent comprendre le réel. De quoi est faite la matière, par exemple, et quelles sont les lois qui régissent son comportement. Et en même temps, depuis Galilée, on a compris que faire de la physique, c'est essayer d'expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire que les lois physiques qui expliquent les phénomènes sont des lois qui contredisent l'observation des phénomènes. Par exemple, Galilée dit « tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide ». Cette loi correspond à un énoncé qui est démenti par l'observation. Quand vous laissez tomber des masses différentes, elles tombent à des vitesses différentes. Donc on a une loi qui contredit l'observation et qui oblige à la réinterpréter. Et depuis Galilée, on ne cesse d'expliquer le réel par l'impossible par des lois dont l'énoncé, quand on l'entend pour la première fois, nous semble absurde. Et le boson, c'est le boson de Higgs. Donc vous savez qu'il a été prédit par les physiciens en 1964. Il a été détecté 48 ans plus tard, en 2012, grâce à une grosse expérience qui a été faite au CERN à Genève, par des collisions de protons à très haute énergie. Et c'est une découverte philosophique, au sens où elle change la façon dont on comprend le lien entre la matière et la masse. Avant, pendant très longtemps, on a pensé que les particules de matière avaient une masse qui venait d'elles-mêmes. Et on a compris, grâce à cette découverte, qu'en fait, la masse d'une particule élémentaire n'est pas une propriété qu'elle possède en elle-même, mais qui résulte de son interaction avec le vide, qui n'est pas vide. Le vide ça ouvre des perspectives. Beaucoup de perspectives. Vous êtes directeur de recherche au CEA, le comité à l'énergie, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, il me semble. Donc vous serez aux Voix d'Orléans à partir de demain. Le thème, on l'a dit, c'est le progrès. Quelle est l'importance, selon vous, de la vulgarisation? On imagine un public varié, mais beaucoup de jeunes, des étudiants. On vous a vu notamment à l'École normale supérieure lors de la nuit des sciences, lors de la nuit des idées. En quoi est-ce, selon vous, important de transmettre? Beaucoup de choses sont transmises dans les mêmes canaux. Des croyances, des connaissances, des opinions, des commentaires, des faits, des événements, de l'actualité, de l'information. Et il me semble qu'il y a une sorte d'amalgame qui fait que toutes ces choses qui ont des statuts différents se mélangent et se contaminent. Et je pense que la vulgarisation, elle est là pour expliquer au public comment on a su ce qu'on sait, c'est-à-dire comment on a su que la Terre était ronde, comment on a su qu'elle tourne autour du Soleil, comment on a su que l'atome existe, pour montrer que ces connaissances-là ont été acquises dans l'histoire des idées d'une façon qui est convaincante. Et donc, ce ne sont pas des croyances. Ouais. Et acquises parfois et même souvent dans le monde francophone, notamment vous avez cité le CERN à Genève en Suisse. Pourtant, on a le sentiment que l'espace scientifique francophone n'arrive pas à transformer l'essai par rapport au monde scientifique anglo-saxon. C'est quelque chose que vous partagez? Oui, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez triste, parce que si vous regardez comment la science, je parle de la physique là, s'est construite, c'est essentiellement en Europe jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là qu'on a produit le meilleur, c'est-à-dire la physique quantique, par exemple, qui est une invention qui est exclusivement européenne. Et au moment où l'Europe a produit le meilleur d'elle-même par ces travaux-là, elle a produit le pire, avec les totalitarismes, Mussolini, Hitler, Staline, qui ont fait que beaucoup de savants sont partis aux États-Unis. Et la physique a migré de cette façon et a changé sa façon d'être pratiquée. Et il me semble que l'Europe aurait tout intérêt à retrouver une façon européenne de faire de la physique. Merci beaucoup Étienne Klein d'avoir répondu à nos questions. Merci dans 64 minutes sur TV5 Monde. Matière à contredire, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et donc à partir de demain et jusqu'à samedi donc à Orléans. Les Voix d'Orléans, rencontre francophone des intellectuels, c'est pluridisciplinaire, on ne l'a pas encore dit, on s'en doute, avec notamment TV5 Monde comme partenaire ou encore Radio France Internationale. Merci à vous. Merci à vous.